Je m'appelle Élise Moreau, et à 38 ans, je vis au cœur de Paris, cette ville éternelle qui pulse d'une énergie infinie, où chaque rue semble murmurer des secrets d'amour et de trahison. Professionnellement, je suis architecte chez un cabinet prestigieux niché dans le quartier du Marais, un lieu où l'histoire se fond avec la modernité. Mes journées sont rythmées par des croquis audacieux, des réunions avec des clients exigeants qui rêvent de bâtiments qui défient le ciel, et des visites sur des chantiers où le bruit des marteaux-piqueurs se mêle à l'odeur du béton frais. J'adore ce métier, il me permet de créer, de transformer des idées abstraites en structures tangibles qui abritent des vies entières. Récemment, j'ai mené à bien un projet primé, la rénovation d'un hôtel particulier en un espace culturel hybride, mélangeant verre et pierre ancienne. Les compliments de mes collègues fusent lors des pauses café, et mon patron me voit déjà comme la prochaine associée. C'est gratifiant, cette reconnaissance qui me fait me sentir vivante, puissante même point à la maison, tout semble tout aussi idyllique. Notre appartement haussmannien, avec ses hauts plafonds ornés de moulures et sa vue imprenable sur la Seine, est un havre de paix au milieu du tumulte urbain. Les lumières des bateaux-mouches dansent sur l'eau le soir, projetant des reflets dorés sur nos murs crème. Antoine, mon mari, est directeur financier dans une grande banque internationale, un homme charismatique au costume impeccable et au sourire conquérant. Nous nous sommes rencontrés il y a 12 ans lors d'un voyage en Provence, au milieu des champs de lavande qui embaumaient l'air d'un parfum enivrant. C'était une romance fulgurante, des pique-niques sous les oliviers, des nuits à compter les étoiles, et une promesse d'éternité scellée par un mariage discret dans une chapelle romane. 10 ans plus tard, notre routine est confortable, presque trop parfaite. Le matin, nous partageons un café noir serré sur le balcon, échangeant des regards complices sur nos agendas surchargés. « Bonne journée, ma chérie », murmure-t-il en m'embrassant le front, son aftershave boisé me chatouillant les narines. Les week-ends, nous flânons aux puces de Saint-Ouen, chassant des antiquités pour agrémenter notre nid, où nous dînons avec des amis dans des bistrots cosy, riant de nos anecdotes professionnelles. Pourtant, sous cette façade lisse, une ombre s'insinue, subtile comme un courant d'air froid dans une pièce chauffée. Au début, ce n'étaient que des détails anodins, des fissures minuscules dans le tableau idyllique que je m'efforçais de peindre. Antoine rentre de plus en plus tard, prétextant des réunions interminables ou des dîners d'affaires impromptus. Le marché est volatile, Élise, tu sais comment c'est, dit-il avec un haussement d'épaule, son téléphone toujours verrouillé comme un coffre-fort inviolable. Je l'entends parfois taper frénétiquement sur l'écran, tard dans la nuit, quand il croit que je dors. Ses regards ont changé aussi, autrefois pétillants d'admiration, ils sont maintenant distants, presque évaluateurs, comme s'ils mesuraient ma valeur à l'aune d'un bilan comptable. Ses compliments sonnent faux, glissés entre deux bouchées de dîner, tu es belle ce soir, mais tu devrais peut-être te reposer, tu as l'air fatiguée. Ces mots, enveloppés de sollicitude, me piquent comme des aiguilles, me faisant douter de moi-même. Est-ce la fatigue de mes longues heures au bureau? Ou autre chose, un soir, alors que nous célébrions notre anniversaire de mariage ou du moins, c'est ce que j'espérais, il annule au dernier moment. Un appel urgent de New York, chérie. Je suis désolée. Sa voix au téléphone est plate, dénuée d'émotion, et je reste seule à la table dressée avec soin, bougies vacillantes, vin chambré, et un plat de coque au vin que j'ai mijoté pendant des heures. Les flammes des chandelles se reflètent dans mes yeux humides, mais je ravale mes larmes, me convainquant que c'est le lot des couples ambitieux. Ce n'est rien, me dis-je en rangeant la vaisselle, mais intérieurement, une boule se forme dans ma gorge, un mélange de déception et d'un malaise indéfinissable. Pourquoi ce sentiment persistant que quelque chose cloche? Paris, avec ses ponts romantiques et ses cafés animés, semble soudain plus solitaire. Les rires des passants sous nos fenêtres me renvoient à ma propre isolation, comme si la ville elle-même conspirait à souligner les silences grandissants entre nous. À eu travail, je me réfugie dans mes dessins, traçant des lignes précises sur mon logiciel de modélisation, imaginant des espaces ouverts et lumineux qui contrastent avec l'étroitesse croissante de ma vie personnelle. Mes collègues remarquent ma distraction. Élise, tout va bien? Tu sembles ailleurs. Je souris, balayant leurs inquiétudes d'un geste. Juste un projet qui me trotte dans la tête. Mais en réalité, c'est Antoine qui occupe mes pensées. Ses absences se multiplient, et quand il est là, il est irritable, critiquant mes choix anodins. Pourquoi as-tu acheté ce vase? C'est du gaspillage. Son ton est tranchant, comme s'il révisait un budget mal géré.
Nos finances, d'ailleurs, sont sous son contrôle exclusif, il gère les comptes communs avec une poigne de fer, arguant que son expertise nous protège. Laisse-moi m'en occuper, tu es créative, pas comptable. Au début, cela me soulageait, mais maintenant, cela m'étouffe, me rendant dépendante, vulnérable. Une après-midi pluvieuse, alors que la pluie martèle les vitres de mon bureau, je reçois un message de lui, rentrerai tard. Ne m'attends pas. Je fixe l'écran, le cœur serré, imaginant où il pourrait être. Un bar chic avec des collègues? Ou pire? Je secoue la tête, chassant ces pensées paranoïaques. Notre vie est stable, enviable même. Les amis nous envient notre couple modèle, nos voyages spontanés le dernier en date, un week-end à Deauville, où nous avons marché sur la plage, main dans la main, sous un ciel gris perle. Mais même là, ces appels constants l'ont distrait, et nos conversations ont tourné court. Désolé, travail, a-t-il marmonné, les yeux rivés sur son portable. Le soir, seul dans l'appartement, je m'assois sur le canapé en velours, un verre de vin à la main, et je contemple la Seine qui coule inlassablement. Les lumières de la tour Eiffel scintillent au loin, un phare dans la nuit, mais elles paraissent plus froides, plus distantes. Un frisson me parcourt, est-ce le vent qui s'infiltre par la fenêtre mal fermée, ou cette tension invisible qui s'installe comme un brouillard sur la ville? Je repense à notre mariage, à cette promesse échangée sous les voûtes anciennes, et je me demande si l'amour peut s'effriter comme un vieux mur mal entretenu. Pourtant, je m'accroche à l'illusion de normalité, me convainquant que ce n'est qu'une phase, un orage passager dans notre ciel serein. Mais au fond de moi, une voix murmure, insistante, ouvre les yeux, Élise. La fissure grandit, et bientôt, elle pourrait tout briser. Les jours suivants, la routine reprend, mais avec une lourdeur nouvelle. Au bureau, je brille lors d'une présentation, récoltant des applaudissements pour mon design innovant. Bravo, Élise. Tu es une visionnaire, lance mon patron. Ce moment de triomphe me réchauffe, me rappelant qui je suis au-delà de mon rôle d'épouse. Rentrée à la maison, Antoine est absent, encore. Je prépare un dîner solitaire, écoutant la radio qui diffuse des chansons d'amour mélancoliques. Édith Piaf chante « Non, je ne regrette rien » et je souris amèrement. Pas encore, me dis-je. Mais le doute s'insinue, comme l'humidité dans les pierres de Paris. Un appel de ma sœur, de Lyon, me tire de mes rêveries. Comment va Antoine? Vous semblez si heureux. Je mens, bien sûr. Parfaitement. Mais en raccrochant, je sens les murs se refermer. Une nuit, alors que le sommeil me fuit, je me lève et arpente l'appartement, mais pas étouffée par les tapis persans. Je m'arrête devant une photo de nous en Provence, nos visages radieux encadrés de lavande. Où est passée cette joie? Antoine rentre enfin, à l'aube, sentant le parfum d'une autre. Ou est-ce mon imagination? Il s'effondre sur le lit sans un mot, et je reste éveillée, fixant le plafond craquelé. La tension est palpable maintenant, un fil tendu prêt à rompre. Paris sommeille dehors, indifférente à mes tourments, mais intérieurement, une tempête se prépare. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais je sens que la normalité que je chéris n'en est qu'un voile fin sur un abîme de secrets. Les signes de trahison ont commencé de manière si subtile que, au début, je les ai pris pour des ombres passagères dans notre vie parisienne bien ordonnée. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles des marronniers du Luxembourg jaunissaient sous un ciel gris perle, je suis rentrée plus tôt que prévu de mon bureau du Marais. L'appartement était baigné d'une lumière tamisée, filtrée par les voilages en lin que j'avais choisis avec soin lors d'une brocante à Montmartre. Antoine était là, assis à son bureau en acajou, son ordinateur portable ouvert devant lui. Il parlait au téléphone, sa voix basse et complice, un rire étouffé qui ne m'était pas destiné. « Oui, ma belle, je compte les heures jusqu'à ce soir, murmura-t-il, avant de raccrocher précipitamment en m'entendant refermer la porte. Son visage se figea un instant, puis il afficha ce sourire charmeur qui m'avait autrefois fait fondre. « Élise, tu es déjà là ?» C'était une collègue pour un dossier urgent. Je hochai la tête, feignant la nonchalance, mais un frisson glacé me parcourut l'échine. « Une collègue qui t'appelle, ma belle ?» osai-je demander, ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Il haussa les épaules, se levant pour m'embrasser distraitement sur la joue. « Ne sois pas ridicule, chérie. C'est juste une façon de parler au bureau. » Mais son regard fuyant, évitant le mien,
planta la première graine de doute dans mon esprit. Ce soir-là, au dîner, que j'avais préparé avec un risotto aux champignons sauvages acheté au marché de la rue Claire, l'atmosphère était lourde. Antoine piqua dans son assiette avec une fourchette distraite, son téléphone posé à côté de lui comme un troisième convive indésirable. Soudain, il leva les yeux et me fixa avec une intensité nouvelle. « Ton projet au bureau, Élise, il est ambitieux, c'est vrai. Mais est-ce réaliste ? Avec les coûts actuels, tu devrais peut-être écouter mes conseils financiers avant de te lancer tête baissée. » Son ton était autoritaire, comme s'il dirigeait une réunion de conseil d'administration plutôt qu'une conversation intime. Je sentis une pointe d'irritation monter en moi. « Antoine, je suis architecte, pas novice. Mon équipe a validé les plans. » Il posa sa main sur la mienne, mais son geste était ferme, presque possessif. « C'est pour ton bien, Élise. Je ne veux pas que tu te plantes. » Ces mots, enveloppés d'une fausse bienveillance, me laissèrent un goût amer. Était-ce de la sollicitude, ou le début d'un contrôle insidieux ? Plus tard, dans notre chambre aux murs tapissés de papier peint fleuri inspiré de Monet, je me glissai sous les draps en coton égyptien, attendant qu'il me rejoigne. Mais il resta au salon, pianotant sur son ordinateur. Quand il vint enfin, tard dans la nuit, il se tourna de son côté sans un mot, son dos formant une barrière invisible. Je fixai le plafond, écoutant sa respiration régulière, et une question me hanta, qui était cette belle, qui le faisait rire ainsi? Les jours suivants, les signes se multiplièrent, comme des fissures se propageant sur une vitre fragile. Antoine commença à vérifier mes dépenses avec une minutie obsessionnelle. Un matin, alors que je sirotais mon café sur le balcon, admirant les péniches glisser sur la Seine sous un soleil timide, il brandit une facture de carte de crédit. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Une robe à 300 €? Élise, on doit être prudent avec l'argent. » Son visage était rouge, ses yeux plissés en une expression de reproche. « C'était pour une soirée professionnelle, répliquai-je, sentant la chaleur monter à mes joues. Et c'est mon argent, Antoine. J'ai un salaire. » Il secoua la tête, comme si j'étais une enfant irresponsable. « Nos finances sont communes, chérie. Laisse-moi gérer ça. C'est mon domaine. » À cet instant, je réalisai qu'il avait pris le contrôle total de nos comptes bancaires, arguant toujours de son expertise en tant que directeur financier. Mes achats, même les plus anodins, un bouquet de roses au marché ou un livre d'architecture chez Gibert Jeune, passaient désormais par son approbation. Pour éviter les surprises, disait-il avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Cette emprise financière me rendait dépendante, me coupant les ailes sans que je m'en rende pleinement compte. Au bureau, je me concentrais sur mes croquis, traçant des lignes courbes pour un nouveau projet de galerie d'art dans le quartier latin, mais mon esprit vagabondait. Une collègue, Sophie, remarqua ma distraction lors d'une pause cigarette sur le toit-terrasse. « Élise, tu as l'air préoccupée. Problème à la maison ? » Je hésitai, puis confiai vaguement, « Antoine, stressé par le travail. » Elle haussa un sourcil. « Ou peut-être par autre chose. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air pollué de Paris, me faisant douter davantage. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres comme un rythme incessant de suspicion, je ne pus m'empêcher de fouiller. Antoine dormait profondément, son ronflement léger contrastant avec la tempête en moi. Je me levai sans bruit, mes pieds nus effleurant le parquet ciré, et m'approchai de son bureau. Son ordinateur était verrouillé, bien sûr, mais un message effacé traînait dans la corbeille. « Je t'attends à l'hôtel comme d'habitude. Ne sois pas en retard, mon amour. » Mon cœur se serra comme dans un étau. Les mots dansaient devant mes yeux, flous à travers les larmes naissantes. Était-ce une preuve ? Ou une erreur ? Je refermai l'ordinateur, le souffle court, et retournai au lit, feignant le sommeil quand il bougea. Le lendemain, je me tus, étouffant la rage sourde qui montait en moi. Mais Antoine, sentant peut-être mon retrait, intensifia son comportement. Il commença à isoler mes amis, subtilement mais sûrement. Lors d'un dîner avec un couple d'amis, Marie et Julien, dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés aux murs couverts de miroirs anciens, il monopolisa la conversation. « Élise, tes amis sont sympas, mais ils ne sont pas vraiment à notre niveau, non ? Julien avec son job de prof, c'est mignon, mais pas ambitieux.
Plus tard, dans le taxi qui nous ramenait, je protestais, c'est méchant, Antoine. Ce sont mes amis depuis l'université. Il rit, un rire froid qui résonna dans l'habitacle. Je dis ça pour toi, chérie. Tu mérites mieux. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Sa jalousie se muait en contrôle, me poussant à annuler des sorties, à prétexter des migraines pour éviter les invitations. Reste avec moi ce soir, insistait-il, sa main serrant la mienne un peu trop fort, laissant des marques rouges sur ma peau pâle. Paris, cette ville de lumière et de mystère, devint un labyrinthe de doutes pour moi. Les rues animées du Marais, avec leurs boutiques branchées et leurs cafés bondés, me semblaient maintenant oppressantes. Un soir, après une journée épuisante où j'avais défendu mon projet face à un client exigeant, je rentrais pour trouver Antoine en train de trier mes mails sur mon ordinateur personnel. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, la voix tremblante. Il se tourna, impassible. Je vérifiais quelque chose. « Tu as reçu un message d'un ancien collègue ?» Ça m'intriguait. C'était un mail professionnel anodin, mais son intrusion me glaça. « C'est privé, Antoine. » Il se leva, dominant de sa hauteur, et posa ses mains sur mes épaules. « Dans un mariage, il n'y a pas de secret, Élise. Je te protège. » Protéger ? C'était de la possession pure. Intérieurement, une rage sourde bouillonnait, mais je l'étouffai, me convainquant que c'était de la paranoïa due au stress. Pourtant, les nuits d'insomnie se succédaient, où je fixais les ombres dansantes sur le plafond, imaginant des scénarios sombres. Qui était-elle, cette ombre dans sa vie ? Et pourquoi me traitait-il ainsi, comme une propriété à gérer plutôt qu'une partenaire ? Au fil des semaines, son irrespect se fit plus flagrant. Lors d'une réception professionnelle à l'hôtel de Crillon, où les lustres en cristal scintillaient comme des étoiles captives, il me présenta à ses collègues avec un ton condescendant. « Voici Élise, ma femme architecte. Elle dessine de jolis bâtiments. » Jolis ? Mes réalisations étaient acclamées, mais il les minimisait, me rendant petite à ses côtés. Plus tard, dans la suite que nous avions réservée, il critiqua ma robe, trop décolletée, chérie. Tu attires les regards. Son ton était possessif, jaloux, me faisant me sentir coupable d'exister. Je me changeai en silence, les larmes aux yeux, mais gardai le silence. La trahison n'était pas seulement physique, bien que je soupçonnais maintenant une maîtresse, mais émotionnelle, un empoison distillé dans notre quotidien. Paris continuait son ballet indifférent, les accordéonistes sur les ponts, les amoureux s'embrassant sous les réverbères, mais pour moi, la ville était un décor de mensonges. Je me sentais piégée, dépendante financièrement et émotionnellement, mais une étincelle de rébellion naissait. Combien de temps encore allais-je supporter cela ? Les signes étaient là, clairs comme les graffitis sur les murs de la rue de Rivoli, mais j'hésitais encore à les affronter. Le climax de cette descente aux enfers est survenu un soir d'hiver glacial, dans l'un des restaurants les plus emblématiques de Paris, le Procope, ce lieu chargé d'histoire où Voltaire et Rousseau avaient autrefois philosophé autour de tasses de café fumant. Les murs lambrissés de bois ancien, ornés de portraits jaunis et de miroirs ternis par le temps, reflétaient une foule élégante de Parisiens, hommes en costume sur mesure, femmes parées de bijoux discrets, riant et trinquant sous les lustres en cristal qui diffusaient une lumière dorée et chaleureuse. L'air embaumait les arômes riches de la cuisine française classique, escargot persillé, bœuf bourguignon mijoté, et le doux parfum du pain frais sorti du four. Antoine m'avait invité ce soir-là, prétextant une réconciliation tant attendue après des semaines de tension palpable. « Allons dîner au Procope, chérie, comme au bon vieux temps » m'avait-il dit au téléphone, sa voix mielleuse masquant à peine une excitation sous-jacente que je n'arrivais pas à décrypter. J'avais accepté, espérant naïvement que ce geste marquerait un tournant, un retour à l'harmonie perdue. J'avais passé l'après-midi à me préparer avec soin, une robe noire ajustée, achetée lors d'une virée shopping à la rue Saint-Honoré, des escarpins qui claquaient élégamment sur les pavés humides, et un maquillage subtil pour cacher les cernes creusées par les nuits d'insomnie. En arrivant, l'hôtesse nous guida vers une table centrale, bien en vue, entourée de convives animés. Antoine était déjà là, impeccable dans son costume gris anthracite, un sourire conquérant aux lèvres. Mais à ses côtés, une présence inattendue me frappa comme un coup de poignard, une jeune femme aux cheveux roux flamboyants, cascadant en boucles parfaites sur ses épaules nues. Elle portait une robe rouge écarlate, moulante et provocante, et ses yeux verts pétillaient d'une malice évidente.
Élise, je te présente Camille, une amie, balbutia Antoine, mais son ton trahissait tout. Camille? La collègue des appels tardifs, sans doute. Mon estomac se noua, mais je serrai les dents, tendant la main avec une politesse forcée. Enchanté, murmurai-je, sentant déjà l'air se charger d'une électricité malsaine. Le dîner commença dans une atmosphère tendue, masquée par des banalités. Le serveur, un jeune homme aux cheveux gominés et à l'uniforme impeccable, nous apporta les menus avec un sourire professionnel. Bonsoir, mesdames, monsieur. Puis-je vous suggérer le foie gras poêlé en entrée? Antoine commanda pour nous tous, comme à son habitude, ignorant mes préférences. Du champagne pour commencer, et le meilleur, lança-t-il avec arrogance, comme si l'argent coulait à flot, notre argent, que j'avais contribué à gagner avec mes projets architecturaux. Camille gloussait à chacune de ses blagues, sa main effleurant son bras de manière trop intime. Je sirotais mon verre, observant la salle, des couples amoureux se murmuraient des secrets, un groupe d'hommes d'affaires débattait bruyamment, et une famille célébrait un anniversaire avec des rires joyeux. Tout semblait normal, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Soudain, Antoine posa son verre avec un bruit sec, fouillant dans sa mallette en cuir. « Élise, il est temps d'en finir avec cette comédie, déclara-t-il d'une voix forte, attirant déjà quelques regards curieux des tables voisines. Il sortit une liasse de papiers, les plaquant sur la nappe blanche amidonnée. « Signe les papiers du divorce. Maintenant, devant tout le monde. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la salle bondée. Mon cœur s'arrêta net, le monde autour de moi se figea. Camille sortit son téléphone, un sourire narquois étirant ses lèvres peintes en rouge vif, et commença à filmer la scène en direct sur Instagram, son objectif braqué sur moi comme une arme. « Allez, chérie, signe roucoula-t-elle, sa voix sucrée masquant une cruauté évidente. 200 regards se tournèrent vers nous, ou du moins c'est ce que je ressentis, un océan d'yeux inquisiteurs, jugeurs, moqueurs. Des murmures s'élevèrent, comme un bourdonnement croissant. Qu'est-ce qui se passe? Un divorce ici, pauvre femme? Le serveur revint, angoissé, son plateau tremblant légèrement alors qu'il tendait les documents à Antoine, qui les poussa vers moi. Signe, Élise. Tu ne verras jamais un centime, absolument rien. Tout est à moi, ricana-t-il, sa voix triomphante résonnant dans la salle. Il avait l'air si sûr de lui, ce bâtard, avec son menton relevé et ses yeux brillants de victoire. L'humiliation me transperça comme une lame chauffée à blanc. Mon visage brûla, une chaleur insoutenable montant de ma poitrine à mes joues, mes mains tremblant si fort que je dus les serrer sous la table pour les calmer. Les flashs des téléphones clignotèrent autour de nous, des inconnus capturant l'instant pour leurs stories ou leurs ragots du soir. Je sentis les larmes monter, piquantes et brûlantes, menaçant de déborder, mais je les ravalai, refusant de leur donner cette satisfaction. Signe maintenant, devant tout le monde, ordonna Antoine une nouvelle fois, sa voix tonitruante faisant taire les conversations environnantes. La salle entière était suspendue à ce drame impromptu, un spectacle gratuit au milieu des assiettes fumantes. Intérieurement, un tourbillon d'émotions me submergeait. La trahison, crue et publique, me coupait le souffle, la manipulation des mois passés se révélait dans toute sa laideur. Comment en étions-nous arrivés là? Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais partagé des rêves sous les étoiles de Provence, me réduisait maintenant à une humiliation virale. Camille continuait de filmer, zoomant sur mon visage décomposé, son rire étouffé se mêlant aux murmures de la foule. « C'est pour le bien de tous », ajouta Antoine, feignant une compassion qui sonnait faux. Mes doigts engourdis saisirent le stylo que le serveur, rouge de confusion, me tendait. Chaque page que je signais ces faux documents, comme je le saurais plus tard, était une entaille dans mon âme. Je forçai un sourire glacé, figé comme un masque de cire, mes lèvres tremblantes étirées en une grimace qui masquait la douleur lancinante. Les signatures s'enchaînèrent, une après l'autre, sous les yeux moqueurs de la salle. Pour couronner le tout, Antoine leva la main théâtralement. « Garçon! Une bouteille de champagne, la plus chère. À notre liberté. » Le serveur obéit, débouchant la bouteille avec un pop festif qui contrastait grotesquement avec mon calvaire. Les bulles pétillèrent dans les flûtes en cristal, effervescentes comme ma douleur intérieure, chaque bulle éclatant comme un éclat de rire cruel. Camille posta la vidéo en live, amplifiant ma honte à des milliers de followers anonymes. « Regardez ça, les amis.
Un divorce en direct, s'exclama-t-elle, sa voix stridente perçant le brouhaha. Les notifications sur son téléphone affluaient déjà, like, commentaires, partage ma vie privée devenue un divertissement viral. Je me levai enfin, les jambes flageolantes, ramassant mon manteau avec une dignité feinte. Bonne soirée, murmurai-je d'une voix à peine audible, traversant la salle sous un silence pesant, ponctué de chuchotements. Dehors, Paris la nuit m'accueillit avec son hostilité, les rues pavées luisantes sous la pluie fine, les lumières des réverbères accusatrices, projetant des ombres longues et déformées sur les façades haussmanniennes. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à ma souffrance, un phare moqueur dans l'obscurité. Je marchais sans but, le vent froid fouettant mon visage, mélangeant larmes et pluie. Cette scène me hantait déjà, un tournant de souffrance pure gravé dans ma mémoire. Intérieurement, je bouillonnais, la trahison publique avait brisé quelque chose en moi, mais au milieu des débris, une étincelle de rage naissait. Antoine et Camille ignoraient ce qui se tramait, les vrais documents échangés la veille par mon avocat, ma propre vidéo cachée capturant tout. Mais pour l'instant, l'humiliation régnait, un poison lent qui me consumait. Je rentrai chez nous où ce qu'il en restait anéanti, effondré sur le lit, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours vers ma renaissance. Cette nuit-là, le sommeil me fuit, remplacé par des flashs de la Seine, les regards, les rires, le champagne. Paris, ville des amours, était devenu le théâtre de ma chute, mais je sentais, au fond de moi, que ce n'était pas la fin. Les jours suivants, la vidéo se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des amis m'appelèrent, choqués, « Élise, on a vu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je raccrochais, incapable de revivre l'instant. Au bureau, mes collègues murmuraient dans mon dos, leurs regards compatissants me brûlant comme des reproches. Sophie, ma confidente, me serra dans ses bras, cette abjecte, Élise. Comment a-t-il pu ? Mais je gardais le silence sur mon plan, laissant la douleur me forger. Antoine, lui, jubilait probablement avec Camille, ignorant que leur triomphe serait éphémère. Cette humiliation publique n'était pas seulement une fin, mais le catalyseur d'une transformation. Dans les rues de Paris, sous les arcades du Louvre ou le long des quais de Seine, je marchais, tête haute, mais le cœur en miettes. Les lumières de la ville, autrefois magiques, semblaient maintenant hostiles, accusatrices, comme si tout Paris avait été témoin de ma déchéance. Pourtant, au milieu de cette souffrance, une force émergeait, je n'étais plus la femme passive des mois passés. Cette trahison avait allumé un feu intérieur, et bientôt, il consumerait tout sur son passage. Seul dans notre appartement haussmannien, autrefois symbole de notre union parfaite, je me laissais tomber sur le canapé en velours usé, les jambes tremblantes comme après une course effrénée. La Seine coulait paisiblement au dehors, indifférente à mon chaos intérieur, ses eaux sombres reflétant les lumières clignotantes des bateaux-mouches qui glissaient comme des fantômes dans la nuit parisienne. Je revivais la scène au Procope, encore et encore, comme un film d'horreur projeté en boucle dans mon esprit. Les papiers du divorce signés sous les yeux avides de la foule, l'humiliation devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo de Camille, cette rose flamboyante qui riait de ma douleur. Comment en étions-nous arrivés là ? Cet homme que j'avais aimé avec une passion dévorante, qui m'avait promis l'éternité sous les oliviers de Provence, m'avait traîné dans ce spectacle abject, me dépouillant non seulement de notre mariage, mais de ma dignité. Les murmures de la salle, les flashs des téléphones, le pop du champagne célébrant ma chute, tout cela tournoyait dans ma tête, un vortex de honte et de rage. Je fermais les yeux, mais les images persistaient. Antoine, triomphant, déclarant que je ne verrais pas un centime, Camille, filmant avec un sadisme évident, transformant mon calvaire en contenu pour ses followers avides de drame. Incapable de rester immobile, je me levai et errai dans l'appartement vide, mais pas étouffé par les tapis persans que nous avions chinés ensemble aux puces de Saint-Ouen. L'endroit semblait maintenant hanté, chaque objet un rappel de notre vie commune effritée. Je m'approchai du bureau d'Antoine, ce meuble en acajou massif qu'il affectionnait tant, symbole de son pouvoir financier. Avec des mains tremblantes, je fouillai ses tiroirs, ignorant la voix intérieure qui me criait que c'était une invasion. Des factures d'hôtels luxueux émergèrent, des suites au Ritz, des week-ends à Deauville, des dates qui coïncidaient avec ses voyages d'affaires interminables. Puis, des reçus de bijoux chez Cartier, de robes chez Chanel, des cadeaux pour elle, sans doute, cette Camille qui avait envahi notre vie comme un poison lent.
Et pire encore, des relevés bancaires montrant des transferts d'argent massifs vers des comptes offshore, vidant nos économies communes que j'avais contribué à bâtir avec mes honoraires d'architecte. C'était pour nous, pour notre avenir, m'avait-il menti des dizaines de fois, son sourire rassurant masquant une manipulation calculée. Il m'avait rendu financièrement vulnérable, me liant à lui par des chaînes invisibles d'endettement et de dépendance. Comment avais-je pu être si aveugle ? Ces découvertes me frappèrent comme des coups de poignard, chaque papier froissé révélant une couche supplémentaire de trahison. J'y m'assis par terre, entouré de ces preuves accablantes, et laissai les larmes couler enfin, chaudes et libératrices sur mes joues. Mais au milieu de la douleur, une clarté émergea. Je réalisai soudain l'étendue de ces critiques constantes, ces mots insidieux qui s'étaient insinués en moi comme un venin. « Tu n'es rien sans moi, Élise », me disait-il souvent, déguisant cela en blague lors de dîners avec des amis. Ou encore, « Ton travail est charmant, mais sans mes conseils financiers, tu coulerais. » C'était du gaslighting pur, une technique perverse pour effacer ma confiance, me faire douter de mes propres succès. Moi, l'architecte primé qui avait conçu des espaces innovants salués par la presse, je m'étais laissé minimiser, rabaisser à un rôle de femme trophée. Au bureau, dans le quartier animé du Marais, mes collègues avaient remarqué ma pâleur croissante, mes absences mentales lors des réunions. « Élise, ça va ? Tu sembles épuisée », m'avait demandé Sophie un matin, alors que nous sirotions un espresso serré sur la terrasse du café voisin, entouré du bruit des scooters et des conversations animées des passants. Ses yeux bruns, pleins de sollicitude, m'avaient poussé à craquer. Je lui avais tout confié, les absences d'Antoine, les signes de trahison, l'humiliation publique qui faisait maintenant le buzz sur Instagram. Mon Dieu, Élise, c'est de la manipulation émotionnelle pure. Il te contrôle, te isole. Tu dois consulter un avocat, tout de suite avait-elle insisté, sa voix ferme tranchant avec la douceur de l'air printanier qui embaumait les fleurs des jardinières alentour. Ces mots avaient allumé une étincelle en moi, pour la première fois, je voyais clair dans le brouillard qu'il avait créé. Les nuits d'insomnie suivirent, interminables et tourmentées. Je restais éveillé dans notre lit king size, fixant le plafond orné de moulures anciennes, écoutant le tic-tac distant d'une horloge qui semblait compter les secondes de ma captivité. Dans l'obscurité, je réfléchissais à ma vie, ma force en tant qu'architecte, mes succès professionnels, ce projet de galerie d'art dans le quartier latin qui avait remporté un prix international, ces clients qui me félicitaient pour ma vision créative. Tout cela, il l'avait minimisé, transformé en bagatelle pour mieux asseoir son emprise. La trahison n'était pas seulement physique, avec cette maîtresse qui paradait maintenant à ses côtés, c'était psychologique, un endémantèlement de mon identité. « Tu es trop sensible », me disait-il quand je protestais contre ses critiques. « C'est pour ton bien. » Mais maintenant, je voyais la vérité, c'était pour me garder sous son joug, dépendante et brisée. Une rage sourde montait en moi, se mêlant à une détermination naissante. Je n'étais pas une victime passive, j'étais une survivante, une femme capable de reconstruire des mondes entiers sur papier, et maintenant, dans la réalité. Le lendemain, galvanisé par cette révélation, je contactai un avocat discret, recommandé par Sophie. Maître Laurent, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard perçant, m'accueillit dans son cabinet rue de Rivoli, un espace élégant aux murs tapissés de livres de droit ancien. Assise dans un fauteuil en cuir patiné, entourée de l'odeur du café fraîchement moulu et du papier jauni, je lui racontai tout, les manipulations financières, les preuves accumulées, l'humiliation au Procope. Il écouta attentivement, prenant des notes sur un bloc-notes en cuir, ses lunettes glissant sur son nez. « Madame Moreau, vous avez des droits solides. En France, le divorce pour faute peut vous avantager, surtout avec ses preuves de tromperie et de détournement de fonds. Nous pouvons geler les comptes, réclamer une pension. » Ces mots étaient un baume, m'ouvrant les yeux sur des options que je n'avais pas envisagées. Pour la première fois, je me sentis puissante, non plus piéger mes armées. Intérieurement, la rage se transformait en une détermination froide, calculée. Je n'allais pas me contenter de survivre, j'allais contre-attaquer. Paris, avec ses cafés pensifs nichés dans des ruelles pavées, devint mon lieu de réflexion privilégié. Je m'installais souvent au Café de Flore, ce bastion historique de Saint-Germain-des-Prés, où Sartre et Beauvoir avaient autrefois débattu de l'existence. Assise à une table en marbre, un café crème fumant devant moi, j'observais les intellectuels et les touristes,
leur conversation animée contrastant avec mon tumulte intérieur. Les serveurs en tablier blanc glissaient entre les tables, portant des plateaux chargés de croissants dorés et de verre tintants. Là, je notais mes pensées dans un carnet Moleskine, esquissant non plus des bâtiments, mais un plan pour ma liberté. Je suis Élise Moreau, architecte de ma propre vie, me répétais-je, sentant une étincelle grandir en feu. Au bureau, je reprenais pied, mes dessins devenaient plus audacieux, mes présentations plus affirmées. Mes collègues le remarquaient. Tu as l'air différente, Élise. Plus forte. Et c'était vrai. La conscientisation était un processus douloureux, mais libérateur. Je me voyais enfin telle que j'étais, une femme piégée dans un mariage toxique, mais prête à briser les chaînes avec une précision chirurgicale. Les semaines suivantes, je compilais discrètement des preuves supplémentaires. Des captures d'écran de messages effacés, des enregistrements vocaux de ces critiques acerbes, cachés sur mon téléphone. Maître Laurent m'aidait à naviguer les méandres légaux, expliquant les subtilités du code civil français lors de nos rendez-vous hebdomadaires. Nous pouvons prouver le gaslighting et la manipulation, assurait-il, ses yeux brillants d'une assurance professionnelle. Intérieurement, je me reconstruisais, brique par brique, comme l'un de mes projets architecturaux. La trahison d'Antoine n'était plus une fin, mais un catalyseur. Paris, ville des révolutions, m'inspirait, ces rues où les femmes avaient marché pour leurs droits, ces ponts reliant les rives comme des métaphores de reconnexion avec soi-même. Je marchais le long de la Seine au crépuscule, le vent portant l'odeur de la pluie imminente, et je sentais une paix naissante. L'étincelle était devenue un brasier, j'étais prête à affronter la suite, non plus comme une ombre, mais comme une force inarrêtable. Avec l'aide précieuse de Maître Laurent, mon avocat au regard acéré et à la voix rassurante, je commençais à ourdir un plan méticuleux, un échafaudage invisible qui transformerait ma vulnérabilité en une arme imparable. Son cabinet, niché rue de Rivoli dans un immeuble haussmannien aux façades ornées de balcons en fer forgé, devint mon sanctuaire secret. Les murs tapissés de volumes reliés en cuir exhalaient une odeur de vieux papier et de justice en gestation, tandis que le bruit distant des klaxons parisiens filtrait à travers les fenêtres à double vitrage. Nous allons échanger les vrais documents contre des faux, proposa-t-il lors de notre première réunion stratégique, ses doigts tambourinant sur un dossier épais rempli de mes preuves accumulées. Antoine signera sans le savoir une version altérée qui le dépouillera de tout. Mais il faut agir avec précision, comme un chirurgien. Ces mots allumèrent en moi une flamme froide, calculée, pour la première fois depuis l'humiliation naissante, je me sentis actrice de mon destin plutôt que spectatrice passive. La veille de cette soirée fatidique au Procope, je signai les vrais papiers du divorce dans le secret de son bureau, mes mains fermes traçant chaque paraphe avec une détermination farouche. En parallèle, Maître Laurent orchestrait le transfert discret de fonds vers un compte offshore à mon nom, un paradis fiscal anonyme où des millions fruits de nos années communes, mais surtout de mes contrats architecturaux seraient à l'abri de ces griffes avides. C'est légal, Élise, tant que nous prouvons la manipulation, m'assura-t-il, ses yeux plissés derrière ses lunettes en écaille. Antoine, avec son arrogance démesurée, ignorait tout, il se pavanait encore dans notre appartement, convaincu de sa supériorité, aveugle aux ombres que je tissais autour de lui. Pour renforcer mon arsenal, je commençais à filmer subtilement nos interactions quotidiennes, transformant mon téléphone en un œil vigilant caché dans les recoins de notre vie. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres comme un rythme accusateur, Antoine rentra tard, sentant le parfum capiteux d'une autre, probablement celui de Camille, cette rousse venimeuse. Il s'assit lourdement sur le canapé, un verre de scotch à la main, et me lança un regard dédaigneux. « Tu es faible, Élise. Sans moi, tu ne serais rien qu'une dessinatrice de pacotille. » Ces mots, crachés avec un mépris palpable, me transpercèrent, mais au lieu de me briser, ils renforcèrent ma résolution. Caché derrière un vase de fleurs fanées, un bouquet qu'il m'avait offert autrefois avec une tendresse feinte, ma caméra captait tout, son ton condescendant, ses gestes dominateurs, accumulant des preuves irréfutables de manipulation émotionnelle. Chaque enregistrement était une brique dans le mur de ma défense, un témoignage muet qui hurlerait plus tard devant un juge. Mon cœur battait la chamade lors de ces moments, la peur, cette compagne familière des mois passés, se muait en une excitation grisante, comme celle d'un joueur d'échecs anticipant le mat en 3 coups. Il ne se doute de rien, me disais-je en visionnant les vidéos tard dans la nuit,
seul dans la chambre d'amis que j'avais réquisitionnée, les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un signal complice. Mais je ne m'arrêtais pas là. Pour semer le chaos dans leur duo infernal, je contactais Camille via un faux profil sur les réseaux sociaux, un avatar anonyme créé en quelques clics depuis un café internet discret du quartier latin. Assise à une table en bois écaillé, entourée d'étudiants tapotant sur leur laptop et de l'arôme corsé d'un espresso, je composais un message perfide, il te trompe aussi, tu sais. J'ai des preuves. Veux-tu les voir? Mon pouce accéléra tandis que j'appuyais sur « Envoyer », imaginant son visage se décomposer devant son écran. À ma surprise, elle mordit à l'hameçon presque immédiatement, sa réponse arrivant dans un flot de questions paniquées. « Qui es-tu? Quelle preuve ?» Je distillais les informations au compte-gouttes des captures d'écran anonymisées de messages effacés, des dates coïncidant avec ses absences semant le doute comme des graines empoisonnées dans son esprit. Elle révéla des détails croustillants sans s'en rendre compte, des rendez-vous clandestins à l'hôtel Meurice, des promesses murmurées d'un avenir ensemble, des transferts d'argent qu'il lui avait fait de nos comptes communs. « Il dit que tu es une folle, qu'il va te quitter pour de bon », écrivit-elle un soir, croyant parler à une alliée. Ces confessions étaient de l'or pur pour Maître Laurent, elles corroboreraient les fraudes financières et renforceraient mon dossier. Intérieurement, un mélange d'euphorie et de nausée m'envahissait. Étais-je devenue aussi manipulatrice que lui? Non, me convainquais-je, c'était de la justice, pas de la vengeance. Paris, avec ses rues tortueuses et ses passages secrets, devenait mon allié fidèle, des rendez-vous cachés avec l'avocat dans des brasseries anonymes du quartier de Belleville, où les odeurs de pain frais et de bière se mêlaient aux conversations polyglottes, des appels codés depuis des cabines téléphoniques oubliées le long des quais de Seine, où les péniches glissaient comme des ombres complices. À eu travail, dans mon cabinet du Marais aux murs blancs immaculés et aux plans épinglés comme des toiles d'araignée créatives, je finalisais un contrat indépendant avec un client prestigieux, la rénovation d'un musée privé à Versailles. Assise à mon bureau en verre trempé, entourée de maquettes en carton-plume et de logiciels de modélisation ronronnants, je négociais les termes avec une assurance nouvelle, sécurisant un revenu substantiel qui me rendrait financièrement autonome. « Vous êtes une visionnaire, Élise », me dit le client lors de notre visioconférence, son visage pixelisé affichant un sourire admiratif. Ces mots étaient un baume sur mes plaies, ils me rappelaient qui j'étais avant Antoine, une architecte talentueuse, capable de bâtir des empires de béton et de verre. Les collègues remarquaient le changement. Sophie, ma confidente aux cheveux courts et au rire contagieux, me glissa un clin d'œil lors d'une pause déjeuner dans un bistrot voisin, où nous dégustions des salades niçoises sous un auvent rayé. « Tu as l'air d'une guerrière prête au combat », murmura-t-elle, et je souris, sentant la force pulser dans mes veines. Les rues de Paris, autrefois labyrinthe de doutes, se transformaient en réseau d'alliés, un fleuriste du marché aux fleurs qui me cachait des messages codés dans des bouquets, un café du Montparnasse où je rencontrais des informateurs discrets sur les finances d'Antoine. Chaque pas sur les pavés usés, chaque regard croisé avec des inconnus pressés, renforçait ma conviction. Intérieurement, je me reconstruisais pierre par pierre, visualisant ma liberté comme un édifice grandiose. Assise sur un banc du jardin des Tuileries un après-midi ensoleillé, entourée de statues antiques et du rire d'enfants jouant avec des ballons, je fermais les yeux et imaginais une vie sans lui, un atelier à Montmartre, des voyages solitaires en Italie pour étudier l'architecture Renaissance, des amis fidèles retrouvés après son isolement forcé. Ce n'était plus de la vengeance aveugle, mais une quête de justice poétique. Il m'avait piétiné publiquement, je le démasquerais avec élégance. Je dormais peu ces nuits-là, mon esprit bouillonnant d'idées comme une cafetière en ébullition, mais avec un feu nouveau qui me tenait éveillé, excité plutôt qu'épuisé. L'humiliation approchant au Procope, ce dîner qu'il avait planifié comme un piège final, serait en réalité mon triomphe déguisé. Il commanderait du champagne pour célébrer ma défaite supposée, ignorant que les bulles pétilleraient pour ma victoire. Maître Laurent finalisa les détails lors d'un dernier rendez-vous, dans un salon de thé cosy de la rue Bonaparte, où les macarons multicolores contrastaient avec la gravité de nos murmures. Tout est en place, Élise. Signez les faux avec un sourire, et laissez-le creuser sa propre tombe. Ces paroles résonnaient en moi comme un mantra, transformant la peur résiduelle en une anticipation palpitante. Paris vibrait autour de moi, les accordéonistes sur les ponts, les amoureux s'embrassant sous les réverbères, les marchés bruissants de vie. J'étais prête,
un phénix en gestation, attendant l'incendie pour renaître des cendres qu'il avait allumées. Les heures précédant le dîner étaient un ballet de nerfs tendus. Je me préparais avec soin, choisissant une robe noire élégante qui soulignait ma silhouette, un maquillage subtil pour masquer les traces de fatigue, et un collier de perles, un héritage familial symbolisant ma force ancestrale. En marchant vers le Procope, les rues de Saint-Germain-des-Prés animées de touristes et de Parisiens élégants, je sentais l'adrénaline couler dans mes veines comme un vin capiteux. Antoine m'attendait, inconscient du piège inversé, et Camille, sa complice, filmerait ce qu'elle croyait être ma chute. Mais dans ma poche, mon téléphone enregistrait déjà, prêt à capturer leur arrogance pour l'éternité. Ce soir-là marquerait non la fin, mais le commencement de ma libération, un chapitre écrit de ma main dans le grand livre de ma vie. Au restaurant Le Procope, ce soir d'hiver où l'air était chargé d'une humidité glaciale qui s'infiltrait par les portes battantes, tout se joua comme dans un drame shakespearien orchestré par le destin lui-même. Les lustres en cristal diffusaient une lumière ambrée sur les murs lambrissés, reflétant les visages animés des convives, des couples élégants trinquant à des amours naissantes, des groupes d'amis riant aux éclats autour de plats fumants de cassoulet et de fromage affiné. L'odeur des herbes provençales et du vin rouge corsé emplissait la salle, un cocon historique où l'on pouvait presque entendre les échos des conversations de Diderot et des encyclopédistes. Antoine m'avait piégé ici, croyant me terrasser publiquement, mais il ignorait que j'avais inversé les rôles. Assise en face de lui, ma robe noire épousant mes formes avec une élégance vengeresse, je sentais mon pouls marteler mes tempes comme un tambour de guerre. Camille, sa maîtresse aux cheveux roux cascadant comme des flammes infernales, était installée à ses côtés, son téléphone déjà en main, prête à immortaliser ma supposée défaite. Élise, signe les papiers, ordonna Antoine d'une voix tonitruante, poussant la liasse vers moi sur la nappe blanche tachée de miettes de pain. Son visage, habituellement charmeur, était déformé par une assurance cruelle, ses yeux bleus brillants d'un triomphe prématuré. La salle, bondée de 200 âmes curieuses, se tut progressivement, des regards se tournaient vers nous, des fourchettes en suspens, des verres posés avec un tintement discret. J'y saisis le stylo que le serveur, un jeune homme au visage blême et aux mains tremblantes, me tendait comme s'il offrait un poison. Chaque page des documents faux que maître Laurent avait échangés la veille avec une précision machiavélique glissait sous mes doigts, et je signais avec un sourire froid, glacé comme la Seine en hiver. Intérieurement, un feu ardent consumait ma peur, je savais que ces paraphes n'étaient que du théâtre, une illusion qui le dépouillerait de tout. Tu ne verras pas un centime, Élise, ricana-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme un verdict implacable. Camille filmait avidement, son objectif zoomant sur mon visage, capturant chaque détail pour son live Instagram qui propageait déjà la scène à des milliers de voyeurs virtuels. Les murmures gonflèrent, un divorce ici, quelle humiliation, regardez-la signer. Mon cœur battait à tout rompre, mais je levai les yeux vers Antoine, masquant mon triomphe sous un voile de résignation feinte. À ta santé, dis-je d'une voix calme, levant ma coupe de champagne que le serveur venait de verser, les bulles pétillant comme des rires moqueurs. Il rit, un éclat guttural qui fit vibrer la table, ignorant que les vrais documents, signés en secret, transféraient déjà ses actifs vers mes comptes sécurisés. Camille posta la vidéo avec un commentaire narquois, fin d'une ère en direct. #divorce drama. La salle entière était un amphithéâtre, et j'étais l'héroïne tragique qui, en coulisses, tenait les ficelles. J'y quitté la scène avec une dignité calculée, mon manteau sur les épaules, traversant la salle sous un silence pesant ponctué de chuchotements. Dehors, Paris m'accueillit avec son manteau de nuit, les rues pavées luisantes sous les réverbères, le vent chargé de l'odeur de la pluie récente fouettant mon visage. Mon cœur battait encore la chamade, un mélange d'adrénaline et de libération naissante. Dans le taxi qui me ramenait vers notre appartement, bientôt le mien seul, j'activai le plan final depuis mon téléphone. Un appel discret à maître Laurent, c'est fait. Lancez les transferts. En quelques clics, les fonds résiduels s'évaporèrent des comptes d'Antoine, redirigés vers mon offshore, une forteresse numérique imprenable. Puis, un message anonyme à la police, des preuves jointes de fraude bancaire, de détournement que j'avais minutieusement documentés. Les autorités, alertées par des captures d'écran et des relevés irréfutables, se mettraient en branle dès l'aube. Chez moi, l'appartement semblait maintenant un sanctuaire, je verrouillai la porte, m'assis sur le lit au drap froissé, et visionnai ma vidéo cachée, enregistrée depuis un angle discret du restaurant grâce à un appareil dissimulé dans mon sac.
Les images étaient nettes, Antoine forçant la signature, Camille filmant avec complaisance, leur rire complice. C'étaient des preuves irréfutables, non seulement du divorce truqué, mais de leur conspiration entière. Un sourire vrai étira mes lèvres pour la première fois depuis des mois, le point de rupture était là, irrémédiable. Je ne retournerai pas en arrière, plus jamais piégé dans ces filets de manipulation. Le téléphone sonna presque immédiatement, strident dans le silence de la nuit. C'était Antoine, sa voix furieuse crachant à travers le haut-parleur. « Qu'as-tu fait, Élise ? Les comptes, ils sont vides. » Et Camille, elle ne répond plus. Je l'imaginais dans son hôtel de luxe, probablement avec elle encore il y a peu, découvrant l'ampleur du désastre. Mon plan avait inclus un message final à Camille, via mon faux profil, des preuves fabriquées de la trahison d'Antoine envers elle, la poussant à fuir avec une part des fonds qu'elle croyait lui appartenir. « Tu m'as sous-estimé, répondis-je calmement, ma voix ferme comme l'acier. C'est fini, Antoine. La police est en route. Il hurla, un mélange de rage et de panique, tu vas le regretter. Je te détruirai. Mais je raccrochai, le cœur léger, forte comme jamais. Paris vibrait d'une énergie nouvelle autour de moi, je sortis sur le balcon, contemplant la Seine qui serpentait comme un ruban d'argent sous les lumières de la ville. Les bateaux-mouches glissaient paisiblement, transportant des touristes émerveillés, tandis que la tour Eiffel scintillait au loin, un phare de résilience. Je marchais seul dans les rues désertes, mes escarpins claquant sur les pavés, respirant l'air frais chargé de l'odeur des boulangeries qui préparaient déjà les croissants du matin. Pour la première fois, la solitude n'était pas une prison, mais une liberté conquise. Les ombres des immeubles haussmanniens s'allongeaient comme des alliés, et les étoiles, visibles malgré la pollution lumineuse, semblaient applaudir ma victoire. Cette nuit-là, je dormis paisiblement pour la première fois depuis des éternités, enveloppé dans des draps qui n'étaient plus imprégnés de son odeur. Pas de cauchemar hanté par ses critiques, pas de réveil en sursaut à l'idée de ses absences. Au lieu de cela, des rêves de reconstruction, des plans architecturaux audacieux, des voyages solitaires en Italie où je dessinerais des cathédrales gothiques, une vie où je serais l'architecte de mon propre destin. La rupture n'était pas seulement celle de notre mariage, ce contrat effiloché par des années de trahison, c'était la brisure de mes chaînes intérieures, ces liens invisibles de doute et de dépendance qu'il avait forgés avec une patience perverse. Au matin, les nouvelles affluèrent, Antoine, arrêté pour fraude, son empire financier en miettes, Camille, introuvable, probablement en fuite avec ses illusions brisées et une valise remplie de regrets. Les médias sociaux bruissaient encore de la vidéo du Procope, mais maintenant, des voix s'élevaient en ma faveur. Quelle force, elle a retourné la table. Sophie m'appela, sa voix excitée, « Élise, tu es une légende. Viens au bureau, on fête ça. » Mais je pris mon temps, savourant un café seul sur le balcon, regardant Paris s'éveiller, les joggeurs le long des quais, les marchands installant leurs étals au marché de la rue Claire, la vie pulsant comme un cœur régénéré. Cette rupture m'avait transformée, de la femme effacée que j'étais devenue sous son emprise, j'émergeais comme un phénix, elle déployait vers un horizon infini. Les rues de la capitale, autrefois labyrinthe de peur, étaient maintenant des avenues de possibilités. Je repensais à notre rencontre en Provence, aux promesses murmurées sous les oliviers, et je réalisais que l'amour vrai ne contrôle pas, il élève. Antoine avait tenté de me briser, mais il avait seulement révélé ma force cachée. Désormais, chaque pas était une affirmation, je suis Élise Moreau, libre et invincible. Le soleil se leva sur la Seine, dorant les eaux d'une lumière prometteuse, et je souris, prête pour le chapitre suivant. Le lendemain matin, alors que Paris s'éveillait sous un ciel gris perle chargé de promesses hivernales, le chaos éclata comme une tempête longtemps contenue. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les voilages de mon appartement, projetant des ombres douces sur les murs haussmanniens, tandis que je sirotais un café noir serré sur le balcon, contemplant la Seine qui charriait ses secrets éternels. Mon téléphone vibra soudain, un appel d'Antoine dont le nom s'affichait comme une cicatrice rouvrant. Je décrochai, le cœur calme, prête à savourer l'instant. Sa voix, d'habitude si maîtrisée, était un torrent de fureur et de désespoir. « Élise. Que as-tu fait ? Les comptes sont vides. Tout a disparu. » Il hurlait, sa respiration haletante trahissant la panique d'un homme voyant son empire s'effondrer.
Je l'imaginais dans sa suite d'hôtels luxueuses, probablement encore imprégné du parfum de Camille, découvrant les relevés bancaires vidés par mes transferts orchestrés la veille. Maître Laurent avait exécuté le plan à la perfection, les fonds, fruits de nos années communes mais surtout de mes contrats architecturaux, s'étaient évaporés vers mon compte offshore, une forteresse invisible. Et Camille ? Introuvable, comme je l'avais prévu. Mon message anonyme final, distillé via le faux profil, l'avait convaincu qu'Antoine la trahissait aussi. Elle avait fui avec une part qu'elle croyait lui voler, emportant ses illusions dans une valise précipitée. Mais Antoine ne s'avoua pas vaincu si facilement. Moins d'une heure plus tard, il débarqua à mon bureau du Marais, hystérique, son costume froissé et ses cheveux en désordre, une vision pathétique de l'homme impeccable qu'il avait été. Le cabinet, avec ses grandes baies vitrées donnant sur les rues animées bordées de galeries d'art et de cafés cosy, bruissait d'activité matinale. Mes collègues tapaient sur leurs claviers, des maquettes en carton plume trônaient sur les tables, et l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. Il fit irruption sans s'annoncer, poussant la porte vitrée avec violence, son visage rouge et déformé par la rage. « Rends-moi mon argent, salope !» cria-t-il devant tout le monde, sa voix résonnant dans l'open space comme un coup de tonnerre. Les têtes se levèrent, choquées. Sophie, ma fidèle amie, se figea avec son mug à la main, les yeux écarquillés. Antoine s'approcha de mon bureau, dominant de sa hauteur, les veines de son cou saillantes. « Tu crois que tu peux me ruiner comme ça ? Je vais te détruire en justice. » Mais déjà, ses manipulations habituelles ressurgissaient, comme un réflexe désespéré. Ses yeux s'adoucirent soudain, fins de larmes, et il baissa la voix en un murmure théâtral, « Élise, je t'aime encore. C'était une erreur, cette histoire avec Camille. Reviens-moi, on peut tout arranger. » Il pleura pour de bon cette fois, des larmes crocodiles coulant sur ses joues, promettant des changements radicaux. « Je vais quitter mon job, on partira en voyage, comme avant en Provence. » Je te jure, chérie, intérieurement, je jubilais, cette tentative pathétique de reconquête renforçait ma résilience, comme un vent contraire affermissant un arbre. Je le regardais, impassible, voyant enfin le manipulateur nu, dépouillé de son armure d'arrogance. « Signe ça pour annuler tout, supplia-t-il, brandissant de nouveaux papiers tirés de sa mallette, probablement des accords bidons pour récupérer les fonds. Sa main tremblait légèrement, trahissant sa fragilité. Je refusai d'un geste ferme, ma voix froide comme l'acier, « C'est fini, Antoine. Pour de bon. » Il menaça alors, passant de la supplication à la fureur, « Je vais te traîner en procès. Diffamation, vol, tout. Tu ne t'en sortiras pas. » Mais mes preuves le terrassaient déjà, les vidéos cachées du Procope, les enregistrements de ses insultes, les relevés de fraude que j'avais transmis à la police. À cet instant, 2 agents en civil entrèrent discrètement dans le bureau, alertés par mon signal anonyme de la veille. « Monsieur Moreau ? Police financière. Nous avons quelques questions sur des irrégularités bancaires. » Son visage blêmit, ses menaces s'évaporant comme fumée. Il fut emmené pour interrogatoire, bredouillant des protestations, sous les regards médusés de mes collègues. Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosaient. Camille, dans un ultime acte de vengeance personnelle, posta une vidéo accusatrice contre Antoine depuis un compte anonyme probablement avant de disparaître pour de bon. On y voyait des captures de leurs messages, des preuves de ses mensonges à elle aussi, semant un chaos viral. Antoine le manipulateur trendait, des articles dans les tabloïds parisiens relataient l'affaire, transformant son humiliation publique en un feuilleton national. L'ex-banquier ruiné par sa femme architecte, Revenge Story, titrait les sites People. Intérieurement, une satisfaction profonde m'envahissait, sa tentative de me reconquérir n'avait fait que sceller ma victoire émotionnelle. Il avait cru me briser au Procope, mais c'était lui qui gisait en miettes maintenant, carrière en ruine, réputation ternie, maîtresse envolée. Paris, indifférente à son drame comme à tant d'autres, continuait son ballet éternel, les touristes flânant sur les quais, les boulangers pétrissant leurs pâtes à l'aube, les amoureux s'embrassant sous les ponts. Je me sentais invincible, une femme forgée dans le feu de la trahison, émergeant plus forte que jamais. À Ubureau, l'atmosphère était électrique. Sophie m'enlaça, les larmes aux yeux, « Élise, tu es une héroïne. Comment as-tu fait ?» Je souris, gardant les détails pour moi et maître Laurent, mais laissant filtrer assez pour inspirer.
Mes collègues m'applaudirent spontanément lors de la pause café, dans la kitchenette aux murs couverts d'esquisses créatives. À la résilience, trinqua mon patron, levant son espresso. Cette réaction pathétique d'Antoine, ce mélange de supplications larmoyantes et de menaces vaines, n'avait fait que confirmer ma force intérieure. Il avait tenté de reprendre le contrôle, comme toujours, en alternant carottes et bâtons, l'amour fin pour m'amadouer, les intimidations pour me faire plier. Mais je voyais clair maintenant, ses larmes étaient aussi fausses que ses promesses passées. La police l'interrogea des heures, confrontée à mes preuves irréfutables, détournement de fonds, gaslighting documenté, conspiration avec Camille. Son monde s'effondrait pierre par pierre, comme un bâtiment mal conçu face à un séisme. Les jours suivants, les nouvelles affluaient. Antoine, libéré sous caution mais ruiné, disparut dans un appartement modeste en banlieue, évitant les regards. Camille resta introuvable, peut-être en Espagne ou en Italie, fuyant avec ce qu'elle avait pu emporter. Moi, je respirais enfin. Je marchais dans les rues de Paris avec une légèreté nouvelle, le long des Champs-Élysées illuminés pour les fêtes approchantes, ou dans les allées du jardin du Luxembourg où les enfants lançaient des bateaux sur le bassin. Chaque pas renforçait ma certitude, j'avais non seulement survécu, mais triomphé. Cette réaction désespérée d'Antoine, ce dernier sursaut d'un homme perdant tout, scellait ma victoire émotionnelle. Il avait voulu me posséder, maintenant, il n'avait plus rien, pas même son illusion de supériorité. Intérieurement, je me sentais renaître, une femme complète, indépendante, prête à bâtir un avenir sans chaîne. Maître Laurent m'appela pour confirmer, le divorce est validé, Élise. Vous gardez tout ce qui vous revient, et plus. Je raccrochai, un sourire aux lèvres, et ouvris les fenêtres de l'appartement. L'air frais de décembre entra, chassant les derniers fantômes de notre vie commune. Paris s'étendait devant moi, ville de lumière et de renaissance, et je me jurais de ne plus jamais laisser quiconque diminuer ma flamme. Cette épreuve m'avait rendu invincible, la manipulatrice n'était plus lui, mais moi, maître de mon destin. Libre enfin, comme un oiseau s'échappant d'une cage dorée trop longtemps fermée, je quittai l'appartement haussmannien qui avait été le théâtre de mes souffrances et de ma renaissance. Les cartons empilés dans le couloir, étiquetés de ma main ferme, contenaient les vestiges d'une vie passée, des livres d'architecture cornés, des vêtements que je gardais pour leur élégance intemporelle, et quelques photos solitaires de moi avant lui. Je m'installai dans un atelier lumineux à Montmartre, ce quartier bohème perché sur la butte où les artistes avaient autrefois peint la vie avec des couleurs vives et des passions dévorantes. L'espace était vaste, avec des poutres apparentes au plafond, des parquetages anciens qui craquaient sous mes pas comme des confidences, et une immense verrière donnant sur les toits de Paris, où la basilique du Sacré-Cœur veillait comme une sentinelle bienveillante. L'air y embaumait la peinture fraîche et le bois ciré, j'y installai mon bureau face à la vue, entouré de mes plans roulés, de mes maquettes en carton plume et de plantes vertes qui grimpaient le long des murs comme des promesses de croissance. Ici, pas de traces d'Antoine, j'avais tout purgé, vendu les meubles communs aux enchères, transformant les souvenirs en liquidité pour mon nouveau départ. Et ma carrière, que j'avais autrefois reléguée au second plan pour apaiser ses jalousies, explosa comme une fleur longtemps privée de soleil. Le projet que j'avais finalisé en secret pendant les mois de préparation, la rénovation d'un hôtel particulier en un espace culturel hybride, mélangeant galerie d'art contemporain et atelier pour jeunes créateurs, remporta un prix international lors du Salon de l'architecture à Paris. La cérémonie se déroula au Grand Palais, sous la verrière majestueuse qui filtrait une lumière éthérée sur les invités en smoking et robe de soirée. Quand mon nom fut annoncé, un tonnerre d'applaudissements éclata. Je montai sur scène, les jambes légèrement tremblantes mais le cœur gonflé de fierté, recevant la statuette en cristal des mains d'un jury prestigieux. Élise Moreau, pour sa vision innovante qui marie héritage et modernité, déclara le président. Les flashs crépitaient, les caméras tournaient, et pour la première fois, c'était moi la star, non plus l'ombre d'un homme. Les articles affluèrent, Le Monde titra l'architecte qui redéfinit Paris, Vogue la nomma femme de l'année dans le design. Mes amis, ceux qu'Antoine avait isolés avec ses manipulations sournoises, revinrent comme une marée montante. Sophie organisa une fête dans mon nouvel atelier, des guirlandes lumineuses suspendues aux poutres, du champagne coulant à flots, des rires résonnant jusqu'au petit matin. « Tu es rayonnante, Élise », me dirent-ils les uns après les autres, leurs yeux brillants d'admiration sincère. Marie, une vieille amie de l'université, me serra dans ses bras. « On t'avait perdu, mais te voilà,
plus forte que jamais. Antoine, lui, s'effaça dans l'ombre qu'il méritait. Ruiné par mes transferts légaux et les enquêtes pour fraude qui le poursuivaient, il disparut de ma vie comme un fantôme chassé par la lumière. Les rumeurs parvenaient par bribes, un appartement minuscule en banlieue, des jobs précaires, une réputation ternie qui fermait toutes les portes des cercles financiers parisiens. Sa vidéo d'humiliation au Procope, autrefois arme contre moi, se retournait maintenant contre lui, les réseaux sociaux le moquaient, le transformant en mème d'arrogance punie. Camille ? Introuvable, peut-être enfuie en Espagne avec une valise de regrets et quelques bijoux volés dans la panique. Je ne la cherchais pas, elle n'était qu'un pion dans son jeu, et maintenant dans le mien. Je voyageais seul en Provence, ce berceau de notre rencontre maudite, pour exorciser les derniers démons. Louer une petite maison en pierre près d'Aix-en-Provence, entourée de champs de lavande qui embaumaient l'air d'un parfum enivrant sous le soleil méditerranéen. Je marchais des heures sur les sentiers caillouteux, redrawant les paysages dans mon carnet, redécouvrant la joie simple d'être seul avec moi-même. Assise face à la mer à Cassis, les vagues turquoises claquant contre les calanques blanches, je murmurais au vent, je me suis relevée. La douleur s'estompait enfin, comme une cicatrice qui pâlit avec le temps, remplacée par une indépendance farouche, une confiance ancrée dans les os. Intérieurement, cette liberté était une symphonie, plus de regards contrôlants, plus de critiques insidieuses, plus de nuits à douter de ma valeur. Je me réveillais le matin avec le chant des oiseaux de Montmartre, préparais un café sur ma petite cuisine ouverte, et travaillais jusqu'au crépuscule sur de nouveaux projets, une tour écologique pour un client visionnaire, un musée flottant sur la Seine. Paris, autrefois prison aux barreaux invisibles, était maintenant mon royaume, je flânais place du Tertre parmi les peintres de rue, dînais seul dans des bistrots intimes de la rue des Abbesses, ou assistais à des vernissages où l'on me présentait comme l'architecte prodige. Les hommes me regardaient différemment avec respect, curiosité, désir même, mais je n'étais pas pressé, ma compagnie me suffisait, riche de lectures, de dessins, de promenades solitaires le long des quais où les bouquinistes étalaient leurs trésors jaunis. À la fin n'était pas une vengeance amère, mais une renaissance douce et puissante. J'écrivis mon histoire, d'abord dans un journal intime aux pages noircies de réflexions nocturnes, puis sous forme d'un essai anonyme publié dans un magazine féminin, de l'humiliation à l'empowerment, comment j'ai reconquis ma vie. Les messages affluèrent des femmes du monde entier partageant leurs propres combats, me remerciant d'avoir inspiré leur force. Vous m'avez donné le courage de partir, écrivait l'une. Votre histoire m'a sauvée, confiait une autre. Je n'avais pas cherché la gloire, mais elle vint, transformant ma douleur en lumière pour d'autres. Un soir, lors d'une conférence à la Sorbonne sur « Les femmes dans l'architecture contemporaine », je montai sur l'estrade sous les applaudissements nourris. Les étudiants, avides, buvaient mes paroles tandis que je racontais sans nommer Antoine comment les épreuves forgent les visionnaires. L'architecture, comme la vie, demande de démolir pour reconstruire plus solide, conclus-je, et la salle explosa. Était ce qui s'est vraiment passé après? J'ai continué à vivre, plus belle et plus intense que jamais. J'adoptais un charou, un clin d'œil ironique à Camille qui ronronnait sur mes plans pendant que je dessinais. Je voyageais à Venise pour étudier les palais Renaissance, à Barcelone pour m'imprégner de Gaudí, revenant toujours à Paris avec des idées foisonnantes. Les amis multiplièrent les dîners dans mon atelier, des soirées animées autour de plats provençaux, de vins corsés, de discussions passionnées sur l'art et la liberté. Sophie Devin m'a associée dans un nouveau cabinet que nous lançâmes ensemble, Moreau et Associés, un espace créatif au cœur du Marais où les femmes architectes étaient majoritaires. Ma vie était un édifice que j'avais bâti seul, solide, lumineux, ouvert au vent de la possibilité. Parfois, au crépuscule, je m'asseyais sur le toit de mon immeuble, contemplant Paris qui s'illuminait comme un joyau, la tour Eiffel scintillant toutes les heures, les toits incluisants sous la pluie fine, les lumières des cafés invitant à la convivialité. Je n'avais plus peur de la solitude, elle était ma force, mon terreau fertile. La trahison d'Antoine, cette humiliation publique qui avait failli me briser, s'était muée en leçon magistrale, personne ne définit votre valeur sauf vous-même. J'étais Élise Moreau, architecte, femme, survivante, et désormais, libre. La vie continuait, plus belle, plus vibrante, avec un nouveau sens d'indépendance et d'autosuffisance qui me portait comme des ailes invisibles au-dessus de la ville des Lumières.